C'est-à-dire que pour vous, le récit du coronavirus que l'on a des autorités gouvernementales n'est pas bon. C'est-à-dire que le récit, c'est-à-dire que très vite, on a présenté les choses comme si on comprenait tout et qu'on avait des certitudes. Et que ces certitudes émanaient d'un consensus scientifique. Comme quoi, par exemple? Typiquement l'origine du virus. Donc le virus sort et effectivement, vous avez tout de suite eu l'histoire du marché. Enfin, vous comprenez bien. Le pangolin. Le pangolin, puis après, non, c'était pas le pangolin, c'était la chauve-souris, puis après, c'était à nouveau le pangolin. Enfin, c'est un espèce de jeu qui est assez malsain parce qu'il était quand même présenté comme le seul récit. Comme on dit en anglais, le storytelling, la façon de raconter l'histoire. Et la séquence du SRAS-CoV-2 présentait une originalité hors du commun par rapport aux autres coronavirus. Pourquoi? La protéine S est une des informations du génome de ce virus et elle est constituée de deux éléments, S1 et S2. Dans tous les coronavirus, S1 et S2 sont juxtaposés. Et dans ce coronavirus SRAS-CoV-2, elles sont écartées par l'insertion d'une séquence qui a pour originalité de conférer aux cellules humaines la possibilité d'être infectées par ce virus. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon le gain de fonction. À partir du moment où il y a une telle insertion, enfin l'existence d'une séquence qui n'existe pas dans les autres coronavirus, ça mérite le débat. Comme toujours, je n'ai aucune certitude. En revanche, je considère qu'il n'est pas scientifique, vu le faisceau d'informations que nous avons, pour écarter du geste de la main le consensus scientifique dit que l'origine du virus ne peut pas être humaine. Et à partir du moment où on dit c'est curieux, c'est que donc l'hypothèse reste tout à fait plausible. Elle ne peut pas être écartée, c'est tout ce que je dis. Alors ça, il y a une Chinoise qui a fait un papier assez génial qui montre, qui montre les différentes étapes de fabrication du SRAS-CoV-2. C'est-à-dire qu'en fait, elle ne dit pas le SRAS-CoV-2 est forcément de création humaine, elle dit si jamais on est un laboratoire et qu'on veut développer construire par un jeu de petites pièces de puzzle un SRAS-CoV-2, voilà comment on s'y prend. Le virus SRAS-CoV-2 peut faire l'objet d'une construction par un laboratoire. Si j'étais le laboratoire P4 dans lequel a été ou construit ce virus ou que ce virus construit ailleurs est venu chez moi et qu'il il infecte des hommes et que la contagion est assez suffisamment massive pour être hors de contrôle, la première chose, c'est de détruire les preuves d'existence. Donc ça s'appelle des cahiers de laboratoire. Ça n'est pas du complotisme ce que je fais, c'est simplement de raconter comment ça peut se faire. Pour moi, il y a plus de complotisme à dire l'origine du virus, elle est forcément animale. Pourquoi il y a plus de complotisme? Parce qu'en fait, c'est apporter des certitudes là où il ne peut pas y avoir de certitude. Pour moi, c'est une sursimplification dangereuse. Lorsqu'on regarde la séquence, elle aurait dû être très méchante, mais beaucoup plus méchante que ce qu'elle n'a été. Et donc, d'une certaine façon, c'est là où on voit l'humilité qu'on doit avoir, c'est-à-dire que rien que sur la séquence, on était à droit de s'attendre à des létalités comparables au SRAS ou aux MERS. Et on n'a jamais atteint ces létalités-là. Actuellement, on doit être à 0,5% de létalité. Il faudrait le vérifier. Sachant que, et ça j'aimerais quand même insister, c'est quand même, il y a une grosse variabilité de ce taux de létalité d'un pays à l'autre. Seule la prise en charge peut l'expliquer. En Allemagne, si vous regardez les courbes d'excès de mortalité sur le premier semestre 2020, il ne s'est strictement rien passé. Cette absence d'excès de mortalité dans certains pays doit nous attirer l'attention sur le fait que donc, puisque le virus a circulé aussi dans leur pays, c'est donc qu'il n'y a rien à craindre
de ce virus. C'est bien cela qu'on est en train de dire. Nous avons les moyens de prendre en charge le virus au point de ne pas créer de surmortalité dans nos pays. Ce test PCR, il va attester de la présence ou de l'absence de séquences du virus. C'est son matériel génétique. Détecter la présence de sa séquence n'impute rien d'autre que nous avons détecté la présence de son disque dur, ce qui ne veut pas du tout dire qu'il est en train de se répliquer dans vos cellules, ni à quel degré il est en train de se répliquer. En revanche, ce qu'on sait, c'est que, en tout cas avec certitude, mais ça tous les laboratoires le savent, tous les laboratoires d'analyse rapportent que lorsque on est positif en PCR, on a entre, on va dire, 64% et 90% de chances de n'avoir aucun symptôme. Le cas de la situation en France aujourd'hui, qu'on vous présente finalement médiatiquement très largement. La situation est tout à fait préoccupante, puisque nous sommes là en train de voir une exponentielle, c'est bien une courbe exponentielle qu'on voit. Donc quand vous regardez cela, je comprends véritablement la terreur de tous, parce qu'on peut se dire c'est une catastrophe, on ne maîtrise plus l'information. Alors, quelle est la réalité sur le seul paramètre qui finalement est un intérêt, puisque c'est ça qui, encore une fois, détermine la dangerosité, la létalité. Nous sommes en train de montrer ici la courbe des décès en France depuis février de cette année jusqu'à octobre, 12 octobre. Et là, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez la même exponentielle que ce que je vous ai présenté? Ça, c'est le pic épidémique qu'on a vécu et qui était tout à fait préoccupant et lors duquel j'aurais bien aimé que quand même on ait à disposition des masques. C'est pour cela que les études montrent l'inefficacité du confinement. Il faut remettre les choses dans leur contexte et leur contexte c'est celui-là. C'est-à-dire qu'actuellement on est à 50-80 morts par jour en France. 50-80 morts par jour en France, c'est toujours des morts de trop. Cependant, ce sont des morts qui ne justifient aucune mesure sanitaire, ni de parler de crise sanitaire. C'est-à-dire que si on parle de crise sanitaire, on est en train de mentir, puisque là, il y a, ça c'est un préoccupant, ça ne l'est pas. C'est-à-dire qu'il faut le contrôler, il faut le vérifier, il faut garder, mais il faut savoir raison garder. C'est-à-dire que ça ne mérite aucun traitement particulier, autre que celui qu'on a pour la grippe, que celui qu'on a pour des pathologies, on va dire, habituelles. Si vous pensez que là, il y a une urgence sanitaire, ben, je ne le crois pas. On savait que l'histoire de la deuxième vague, elle ne tenait pas. Parce qu'effectivement, si ça, c'est une deuxième vague, là, je ne m'y entends plus. La France est en rouge, mais pas en rouge à cause du Covid, en rouge à cause des mesures qui mettent ce pays à plat d'une façon préoccupante, parce que le stress est un élément majeur de déclencher des maladies très sérieuses, et notamment des maladies génétiques. C'est pour moi une gestion de crise totalement disproportionnée et systématiquement dans les mauvaises phases. On confine quand il ne fallait pas confiner. Olivier Véran nous avait montré que pour éviter cela et pour arriver à cela, il fallait confiner. Et là, quelques mois après, je reviens et je dis, voilà, ça c'était la théorie, n'est-ce pas? Et voilà ce que nous avons vécu. Ces tests PCR, il y a beaucoup de scandales qui les concernent. Le premier scandale, me semble-t-il, c'est la façon dont ils sont réalisés. Il y a deux façons de faire ces tests qui sont équivalentes et reconnues par la Haute Autorité de Santé comme étant équivalentes. Curieusement, ils parlent d'un et mettent dans l'autre phrase que l'autre marche tout autant, mais ne pratiquent pas cet autre-là. Un, c'est le nasopharyngé, celui que tout le monde connaît tristement, qui est... alors, la façon... Qu'est-ce qui se passe? On met un écouvillon, donc c'est... pour moi, on va astiquer une structure qui s'appelle la plaque cribriforme.
On va l'astiquer parce qu'effectivement, quand vous mettez un écouvillon, c'est bien ça que vous faites. L'autre test est un autre test, donc ça s'appelle nasopharyngé. L'autre test, c'est un test oropharyngé. Oropharyngé, vous allez astiquer de la même façon le fond de la gorge pour récupérer vos cellules. Et si jamais vous avez peur de ne pas en avoir assez ou d'avoir d'autres sièges de présence du virus, vous allez juste aller dans les fosses nasales, mais d'une façon très externe, c'est-à-dire véritablement comme on se met, pardonnez-moi, le doigt dans le nez. et donc voilà la différence entre ces tests nasopharyngés et oropharyngés. Agresser une petite plaque qui n'a pas l'habitude d'être touchée, parce que même si vous avez le doigt long, même si vous avez le bras long, vous n'arriverez jamais à atteindre cette plaque cribriforme. Et cette plaque cribriforme, c'est une structure éminemment fragile. Et depuis que j'ai parlé de cette plaque, il y a eu d'ailleurs un accident aux États-Unis d'une femme qui s'est fait effectivement perforer cette structure qui est éminemment sensible et fragile. Et elle a eu des fuites de liquide céphalorachidien qui provoquent effectivement... elle est décédée. Elle en est morte. Voilà. L'autre point de alors, donc ça, en vérité, toute personne qui va se faire tester dans un laboratoire doit être, grâce à la Haute Autorité de Santé, doit être en mesure de demander qu'on lui fasse un test oropharyngé et non nasopharyngé. D'ailleurs, par exemple, si vous allez en Espagne, vous ne serez testé qu'en oropharyngé. Pour moi, ça n'est plus de la médecine. On n'est plus du tout dans les serments d'Hippocrate. On est dans un changement, une rupture dans l'humanité, de la compréhension de ce qu'est la médecine. Donc ce n'est plus un acte médical, et ça c'est important aussi que les laboratoires comprennent ce qu'ils sont en train de faire. Puisqu'on a tout fait pour décrédibiliser certains traitements, du coup les entités sont retrouvées prises à leur propre jeu et du coup n'ont plus osé, oserais-je dire, donner une espèce de protocole, de feuille de route. Ça c'est accessible sur Worldometers, c'est le site d'ailleurs que beaucoup utilisent. L'OMS écrit « À l'heure actuelle, on ne dispose pas encore de données factuelles directes de qualité », donc la qualité scientifique, ça existe quand même, qui atteste de l'efficacité du port généralisé du masque par des personnes en bonne santé, dans la communauté, et il faut procéder à un bilan des avantages et des inconvénients à cet égard. Moi, je demanderais simplement à vos spectateurs de me dire s'ils considèrent que le vaccin est la solution au Covid. On est quand même en droit de se demander, quand on voit le nombre de décès actuels du Covid, est-ce qu'il y a une justification à envisager un vaccin, sachant qu'un vaccin, qu'est-ce qu'il fait? Il provoque chez vous une réaction immunitaire, c'est d'ailleurs le but du jeu, et donc il n'est pas neutre. C'est-à-dire que l'épidémie est terminée, le virus circule. Ça n'est pas la même chose. Les pays qui avaient le plus vacciné contre la grippe, la létalité du Covid était la plus forte. En fait, ce qui est terrible dans ces histoires, c'est qu'on a considéré que les gens étaient irresponsables et incapables de gérer leur propre santé. En fait, les conséquences moléculaires d'un ARN, c'est extrêmement difficile de les prédire parce qu'il y a trop de niveaux où l'ARN peut intervenir. Un ARN, c'est bien plus subtil que ça, c'est-à-dire qu'en fait, il peut déclencher des cascades parce qu'il peut interagir avec plein de molécules. Donc, un vaccin à ARN peut interagir avec plein de molécules. Et donc, en fait, il y a l'intention qui est de dire je veux provoquer une réaction par la cellule qui va faire que il va y avoir un effet vaccinal du vaccin. Ça, c'est l'intention, c'est théorique. La connaissance par les gens du monde de l'ARN savent que quand vous allez mettre un ARN dans la cellule, vous n'en êtes plus maître parce que il se passe plein de choses. Pourquoi? Parce que déjà dans la cellule, il ne faut pas se l'imaginer statique, elle est tout le temps pareille, et elle a tout le temps le même nombre d'informations, etc., etc. Et donc effectivement, vous déclenchez des cascades extraordinaires, vous déclenchez des cascades d'effets incroyables et multiples.
Comment voulez-vous le maîtriser puisque vous ne connaissez pas les acteurs avec lesquels il va interagir dans votre cellule? On sait à l'avance qu'on ne pourra pas maîtriser l'ARN. L'intention des vaccins actuels, c'est-à-dire ce que développent les laboratoires actuellement, est capable d'interagir avec des petites séquences d'ARN. On ouvre une boîte de Pandore et c'est pour cela que jusqu'à présent, s'il y avait eu des tests en phase 1 de vaccins ARN, il n'y avait jamais eu de commercialisation de ces vaccins OGM. J'attire quand même votre attention sur le fait que les vaccins qui sont basés sur des virus actuellement sont des vaccins qui sont construits sur des chimères. On est, encore une fois, dans un domaine totalement apprenti sorcier. Mais comment en serait-il autrement, puisque dans les délais impartis de, en gros, 1 an, puisque l'OMS nous a préannoncé le programme, puisqu'ils nous ont dit qu'en mi-2021, nous pourrions envisager la vaccination généralisée. Ça, c'est... donc voilà, c'est du jamais vu. Et d'ailleurs, du coup, il n'y a pas eu de vaccin ni pour le SRAS ni pour le MERS. Alors qu'on était sur des taux de létalité, encore une fois, beaucoup plus importants. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une régulation naturelle qui se passe. Le mot cobaye, effectivement, on n'a pas l'habitude de l'utiliser chez l'homme. Et donc, au risque de choquer des gens, je ne vais pas le faire. Cependant, c'est totalement expérimental. Des types de vaccins qui n'ont jamais été commercialisés auparavant. Déjà, il faudrait quand même qu'ils se déstressent. Je pense que à partir du moment où on connaît la réalité, on est moins stressé. Notre réalité de cela, c'est que finalement, on nous a dit qu'on avait eu un excès de 30 000 morts du Covid. C'est un chiffre discutable, mais qu'importe. Il y a 30 000 accidents domestiques par an en France. On ne nous a jamais dit qu'il fallait surtout pas rester chez nous à cause de ces accidents domestiques. Mes amis psychiatres me rapportent quand même un état très préoccupant, non seulement du nombre de suicides qu'il y a eu pendant le confinement, donc il y a quelque chose de tout à fait désespérant, qui ne cadre pas avec la réalité. Ne vous faites pas endormir dans un état de stress hypnotique. Pour moi, on est passé d'une hypnose Covid à une paranoïa Covid. La paranoïa, c'est de ne pas vous serrer la main, m'éloigner de vous comme si vous étiez le diable en personne, voilà, et de se méfier de tout le monde. Si on est en bonne santé, pourquoi est-ce que je me méfierais de vous? Donc, si je suis une personne vulnérable, évidemment qu'il faut peut-être que je fasse attention. Mais il faut que je fasse attention comme en toute période hivernale. Parce que le prisme du mainstream des médias habituels, j'ai bien vu ceux qui sont capables de commettre, de mensonger sur ma personne et sur le Covid. Donc, je n'ai même pas, je ne peux pas leur prêter confiance parce qu'ils ne sont pas dignes de confiance.